Personne ne sut jamais exactement quand elle apparut pour la première fois. Certains affirmaient que les anciens de leurs anciens l'avaient déjà vue enfant, immobile, debout, entre deux chênes noueux, la peau intacte, les yeux sombres, comme si le temps s'était arrêté devant elle par respect ou par peur. Dans les forêts profondes de l'est de la France, là où la lumière s'effiloche avant de toucher le sol, son nom n'était jamais prononcé à voix haute. On parlait d'elle en détournant le regard, comme si les arbres eux-mêmes pouvaient répéter les mots. Elle ne vieillissait jamais. C'était la seule certitude. Les registres paroissiaux la mentionnaient sur plus de 2 siècles, toujours décrite de la même manière, avec la même écriture tremblante, comme dictée par une main qui refusait de se souvenir. Les enfants disparaissaient rarement, mais toujours après qu'un témoin avait juré avoir vu une femme sortir du bois, ses pas ne laissant aucune trace sur la boue. Les chasseurs retrouvaient leurs chiens figés, les yeux ouverts, sans blessure. Les bûcherons entendaient parfois une voix les appeler par leur prénom, une voix qu'ils reconnaissaient et sans pouvoir la replacer. Et chaque fois qu'un homme jurait l'avoir suivi entre les arbres, il revenait changé, plus vieux d'un coup, comme si sa jeunesse lui avait été retirée en une seule nuit. Ce qui glaçait le sang n'était pas son visage, ni ses silences, mais cette impression persistante qu'elle observait les villages depuis toujours et qu'elle attendait encore quelque chose qui n'était pas encore arrivé. La première trace officielle remonte à 1843, dans un hameau aujourd'hui disparu, englouti par la forêt elle-même. Un notaire royal nota l'existence d'une femme vivant seule, sans âge déterminable, soupçonnée de commerce contre nature avec les bois. Le texte s'interrompt brutalement, comme si la plume avait refusé d'aller plus loin. Les habitants parlaient d'une cabane qui changeait d'endroit, jamais au même endroit 2 fois. Ceux qui tentaient de la retrouver revenaient avec des souvenirs confus, incapables de dire combien de temps ils avaient déjà marché. Certains pensaient avoir passé 1 heure, alors que le village avait compté 3 jours. Ce détail troubla profondément les autorités locales, mais aucune arrestation n'eut lieu. Trop de témoins moururent subitement. Trop d'accusateurs se rétractèrent. Nantilpus semblait protégé par quelque chose d'ancien, plus ancien que la foi, plus ancien que la peur elle-même. À ce moment précis, les anciens commencèrent à murmurer que la forêt n'était pas son refuge, mais son corps. Et si elle ne vieillissait pas, ce n'était peut-être pas par magie, mais parce qu'elle prenait le temps aux autres. Avant d'aller plus loin, celui qui écoute cette histoire est invité à écrire en commentaire le nom de la ville ou du village depuis lequel il regarde cette vidéo. Certaines régions gardent la mémoire plus longtemps que d'autres, et parfois, les histoires répondent à ceux qui osent dire d'où ils viennent. Au XVIIIe siècle, alors que la France changeait de visage, elle resta identique. Les voyageurs la décrivaient
comme une femme d'une quarantaine d'années, toujours vêtue de sombre, jamais décoiffée par le vent. Une même description revenait sans cesse. Elle sentait la terre humide et le métal ancien. Dans les archives de Militaires, un soldat en permission affirma l'avoir rencontré en 1892. 30 ans plus tard, son petit-fils écrivit exactement la même chose, mot pour mot, sans jamais avoir lu le témoignage original. Ce détail troubla les historiens modernes. Comment deux hommes, à deux générations d'écart, pouvaient-ils produire un récit identique, jusqu'aux hésitations? La réponse se trouvait peut-être dans ce que la sorcière faisait réellement aux hommes qui croisaient de son chemin. Car ceux qui s'approchaient trop longtemps d'elle ne mouraient pas toujours. Certains survivaient, mais laissaient derrière eux des morceaux de leur mémoire, comme si quelque chose avait été prélevé avec une précision chirurgicale. Au 19e siècle, des médecins commencèrent à s'intéresser aux vieillissements anormaux observés dans les villages proches de la forêt. Des hommes de 50 ans au corps usé comme celui de nonagénaires. Des femmes devenues subitement stériles après avoir aperçu une silhouette entre les arbres. Les rapports parlent d'une usure inexpliquée du vivant. Aucun lien officiel ne fut établi, mais dans les marges des documents, on retrouve parfois un symbole gravé à l'encre noire, un cercle traversé d'une ligne brisée. Le même symbole fut retrouvé gravé sur des troncs centenaires, profondément, comme si le bois avait été mou à l'instant de l'inscription. Et plus troublant encore, ce symbole apparaissait toujours après qu'un enfant avait affirmé avoir parlé à la dame qui connaît les noms d'avant la naissance. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, la forêt fut partiellement rasée. Les soldats racontèrent avoir vu une femme marcher entre les obus sans jamais se salir. Aucun projectile ne semblait l'atteindre. Ceux qui la suivirent ne revinrent jamais du front, mais leurs corps furent retrouvés sans blessure, comme endormis. Les registres militaires les déclarèrent morts de fatigue, une expression étrange, jamais utilisée ailleurs. Après la guerre, la forêt repoussa plus dense, plus sombre, et la cabane réapparut. En 1974, un professeur de histoire locale décida de relier toutes ces traces. Il passa des mois dans les archives, puis entra dans la forêt avec un magnétophone. L'enregistrement fut retrouvé, mais jamais le professeur. On y entend ses pas, sa respiration, puis une voix féminine, calme, qui prononce son nom avec une douceur inquiétante. La bande s'arrête brutalement après une phrase à peine audible. « Tu es déjà venu ici. » Le plus troublant fut découvert plus tard. La voix correspondait exactement à celle enregistrée en 1931 lors d'un témoignage rural. Même intonation, même souffle, aucun vieillissement perceptible. Aujourd'hui encore, les habitants évitent certaines zones. Des promeneurs disparaissent de quelques heures et reviennent convaincus d'avoir parlé à une femme qui les connaissait intimement. Ils jurent qu'elle n'était ni jeune ni vieille, juste immuable.
Et chaque fois que quelqu'un tente d'écrire son histoire complète, les pages se dégradent, les fichiers se corrompent, les témoignages se contredisent, comme si quelque chose refusait d'être enfermé dans le temps. Car si la sorcière ne vieillissait jamais, ce n'était peut-être pas parce qu'elle avait vaincu la mort. Peut-être était-elle devenue autre chose, quelque chose qui se nourrit des années humaines pour continuer à regarder le monde passer. Et la question la plus dérangeante n'est pas de savoir si elle existe encore, mais si elle a déjà commencé à vous observer, là maintenant, depuis la lisière invisible de votre propre mémoire. La nuit où l'on comprit que la sorcière n'était pas née dans la forêt, mais qu'elle y avait été liée, remonte à un hiver si ancien que même les pierres n'en gardèrent qu'une mémoire fissurée. À cette époque, la forêt n'était qu'un territoire disputé, un espace de chasse et de survie. Le village qui la bordait portait un autre nom, aujourd'hui effacé des cartes. On disait qu'une famine lente avait poussé ses habitants à tenter l'irréversible. Une femme fut choisie, ni la plus jeune, ni la plus vieille. Une femme sans enfant, sans attache, dont le regard avait toujours semblé porter trop loin. On l'amena au cœur du bois par une nuit sans lune. Les hommes revinrent seuls. Le lendemain, la famine cessa. Les récoltes reprirent. Et la femme, elle, revint marcher près des maisons, identiques. Aucun remerciement, aucun reproche. Juste cette présence, désormais constante. Ce que personne ne comprit alors, c'est que le village n'avait pas fait un pacte avec une femme, mais avec ceux qui dormaient sous la forêt depuis des siècles. Et elle n'était devenue que le visage de cet accord, la première à ne plus appartenir au temps. Les décennies suivantes furent calmes, presque prospères. Mais chaque génération paya son dû sans jamais le reconnaître. Des morts trop rapides, des vies trop brèves, des enfants qui naissaient déjà fatigués. Les anciens comprenaient, sans jamais oser l'expliquer. La sorcière passait parfois au bord des champs, effleurait une porte, s'arrêtait devant une maison précise, et peu après, quelqu'un vieillissait soudainement, comme si les années perdues lui revenaient d'un seul coup. Ce n'était pas une punition, c'était un prélèvement, une mécanique ancienne, froide, précise, et la sorcière n'y prenait aucun plaisir. Elle exécutait. Au fil du temps, ceux qui tentaient de l'affronter comprirent qu'elle ne se défendait jamais. Les armes passaient à travers elle comme à travers une image mal fixée. Les balles ne trouvaient pas leur cible. Les flammes refusaient de brûler. Non pas parce qu'elle était invincible, mais parce qu'elle n'était plus entièrement là. Une partie d'elle appartenait à autre chose, enracinée sous les arbres, nourrie par les saisons humaines. Les prêtres échouèrent. Les médecins échouèrent. Les savants, eux, commencèrent à comprendre trop tard. À la fin du 20e siècle, une équipe discrète tenta une expérience. Ils placèrent derrière des capteurs, étudièrent la croissance anormale des arbres
mesurèrent les champs magnétiques. Les données indiquèrent une chose impossible. Le temps ne s'écoulait pas de façon uniforme dans certaines zones de la forêt, comme si l'espace lui-même se pliait autour d'un point central, et ce point bougeait lentement, comme un cœur ancien qui battait sous la terre. Lorsqu'ils suivirent ce déplacement, ils trouvèrent la cabane. À l'intérieur, aucun meuble, aucun objet, seulement des marques sur les murs, gravées à différentes hauteurs, des marques correspondant à des tailles humaines sur plusieurs siècles. Et au centre, un symbole ancien, identique à celui retrouvé dans les archives, le cercle brisé. À cet instant précis, les appareils cessèrent de fonctionner. Et l'un des chercheurs, pourtant le plus jeune, sentit ses mains trembler comme celles d'un vieillard. La sorcière apparut derrière eux sans bruit. Elle ne menaça pas. Elle s'expliqua. Elle dit que tant que la forêt tiendrait debout, elle resterait. Tant que les hommes continueraient à naître, vieillir et mourir, elle veillerait à l'équilibre. Elle dit aussi que le pacte ne pouvait être rompu, seulement transmis. Et cette phrase glaça les chercheurs plus que toutes les disparitions précédentes, car elle signifiait qu'un jour, elle devrait être remplacée. Depuis quelques années, les témoignages ont changé. La femme est toujours là, mais certains affirment en avoir vu une autre, plus jeune, toujours silencieuse, marchant derrière elle à distance. Les enfants la voient plus clairement que les adultes. Ils disent qu'elle apprend, qu'elle observe, qu'elle écoute, et que parfois la sorcière des forêts françaises s'arrête, ferme les yeux, comme si elle ressentait pour la première fois le poids du temps. Car l'éternité n'est jamais gratuite, et ce qui ne vieillit pas finit toujours par chercher à disparaître. Les anciens comprirent avant les autres que quelque chose était en train de se fissurer. Pas la forêt, pas le pacte, mais elle. La sorcière ne changeait toujours pas de visage. Pourtant, son regard n'avait plus la même fixité. Il s'attardait désormais sur les maisons éclairées le soir, sur les rires étouffés derrière les volets, sur les mains ridées qui se serraient encore par habitude. Ceux qui la croisaient disaient qu'elle semblait écouter le temps au lieu de le prélever. Et cette nuance inquiéta davantage que toutes les légendes précédentes. Dans un village voisin, une femme disparut sans laisser de traces. Pas une enfant, pas une marginale. Une femme ordinaire, mère de 2 fils adultes, sans histoire. On la retrouva 3 jours plus tard, assise au bord de la forêt, vivante, mais incapable de dire son âge. Elle se souvenait de tout, sauf du nombre d'années passées sur Terre. Les médecins parlèrent de choc. Les anciens, eux, baissèrent la tête, car cela n'était jamais arrivé auparavant. La sorcière ne rendait rien, jamais. Et si quelque chose avait été restitué, c'est que l'équilibre avait été rompu. Peu après, des anomalies apparurent, des arbres mouraient sans raison.
Des sentiers disparaissaient, puis réapparaissaient ailleurs. Les animaux évitaient certaines zones comme s'ils pressentaient une douleur enfouie sous la terre. La forêt, autrefois stable dans sa menace silencieuse, semblait hésiter, comme si le cœur ancien qui battait sous ses racines cherchait une issue. Et au centre de cette hésitation se trouvait toujours la sorcière, immobile, plus silencieuse que jamais. Ceux qui osèrent l'approcher sentirent une chose nouvelle, presque humaine, la fatigue. Un soir d'automne, un homme la suivit. Il n'était ni savant, ni chasseur, ni prêtre. Un homme de plus de 60 ans, veuf, sans peur particulière, usé par une vie longue mais ordinaire. Il la suivit sans qu'elle ne tente de l'éloigner. Lorsqu'ils atteignirent la clairière interdite, celle que personne ne traversait plus depuis des générations, elle s'arrêta. Pour la première fois depuis des siècles, elle parla longuement. Elle expliqua que le pacte exigeait une présence consciente, un regard humain pour canaliser ce qui n'en avait pas. Elle expliqua aussi que chaque siècle rendait cette tâche plus lourde. Le temps qu'elle volait ne la nourrissait plus, il l'écrasait. Et lorsqu'il lui demanda pourquoi elle ne choisissait pas simplement quelqu'un d'autre, elle répondit par une phrase qui ne figure dans aucun enregistrement officiel, « Parce qu'ils doivent venir d'eux-mêmes ». L'homme ne revint jamais au village. Mais, le lendemain, certains jurèrent avoir vu la sorcière marcher différemment, comme délestée d'un poids invisible. Et derrière elle, la silhouette plus jeune s'avançait davantage, plus proche, presque à sa hauteur. Les enfants cessèrent de la craindre. Ils commencèrent à lui parler, à lui poser des questions, et parfois, ils affirmaient qu'elle répondait, non pas avec des mots, mais avec des souvenirs qu'ils n'avaient jamais vécus. Aujourd'hui, les registres récents mentionnent 2 présences dans la forêt, l'une ancienne, connue, immuable, l'autre encore floue, incertaine, mais bien réelle. Les spécialistes parlent de transmission mythologique. Les anciens parlent de relève. Et certains, plus lucides, comprennent que la sorcière ne disparaîtra jamais vraiment. Elle changera simplement de regard. Car tant que les hommes refuseront de voir ce qu'ils abandonnent au temps, quelqu'un devra le recueillir. Et si, un soir, en longeant un bois ancien, vous avez l'impression qu'on vous observe sans jugement, ce n'est peut-être pas une menace, c'est peut-être une invitation. Mais l'invitation n'était pas destinée à tous, seulement à ceux dont le temps intérieur avait commencé à se fissurer sans bruit, ceux qui, sans raison médicale, se réveillaient avec l'impression d'avoir oublié quelque chose d'essentiel. Un visage, une promesse, une version d'eux-mêmes qu'ils avaient laissée derrière eux sans s'en apercevoir. La forêt semblait désormais les reconnaître. Les chemins se déployaient devant eux avec une docilité inquiétante, comme s'ils avaient toujours attendu leur pas. La sorcière ancienne le savait. Le pacte approchait de sa dernière phase. Non pas une fin, mais une mue. Elle n'avait jamais été immortelle.
elle avait été retenue. Chaque année prélevée, chaque ride volée, chaque souffle raccourci n'était qu'un clou de plus, maintenant une porte fermée. Et cette porte commençait à céder. Ce qui dormait sous la forêt ne voulait plus seulement l'équilibre, il voulait la continuité. Les archives modernes, celles qui n'auraient jamais dû exister, évoquent une réunion discrète, tenue dans une mairie isolée au début des années 2000. Quelques élus, 2 historiens, un médecin légiste. Ils comparèrent un des témoignages récents avec ceux du XVIIe siècle. Même vocabulaire, même silence, même description, impossibles. Mais un détail les troubla plus que tout. Certains témoins parlaient désormais d'un choix. La femme ne prenait plus au hasard. Elle observait longtemps. Elle revenait. Elle attendait un consentement qui n'était jamais formulé mais toujours ressenti. Une nuit d'hiver, la sorcière entra pour la première fois dans une maison. Elle ne força aucune porte. Elle s'assit face à un homme de 75 ans, lucide, entouré de photos jaunies. Il comprit immédiatement, non pas par peur, mais par reconnaissance. Il avait vécu longtemps, suffisamment. Lorsqu'elle posa la main sur la sienne, ce ne fut pas pour prendre, ce fut pour transmettre. Le lendemain, l'homme mourut paisiblement. Et pour la première fois depuis des siècles, un arbre ancien de la forêt tomba de lui-même, sans tempête. Les semaines suivantes, la sorcière apparut moins souvent. La silhouette plus jeune, elle, se montrait davantage. Son regard n'était pas encore vide. Il était chargé de questions. Elle marchait lentement, apprenait les limites, ressentait la forêt comme une douleur sourde. Les enfants cessèrent de la voir après un certain âge, comme si l'innocence seule permettait de distinguer ce passage. Puis, un événement survint que personne n'avait prévu. Une zone entière de la forêt se figea. Les feuilles ne tombaient pas plus. Les sons s'étouffaient, les montres s'arrêtaient, les autorités fermèrent le périmètre. Mais au centre, on apercevait parfois 2 silhouettes immobiles, face à face. L'ancienne et la nouvelle. L'une fatiguée par des siècles de veille, l'autre encore trop humaine pour porter ce fardeau. Ce face-à-face dura 3 jours, ou peut-être une seconde. Lorsque le temps reprit son cours, une seule silhouette quitta la clairière. Personne ne sut jamais laquelle. Mais depuis ce jour, ceux qui croisent la femme des forêts françaises jurent qu'elle cligne parfois des yeux, comme quelqu'un qui découvre le poids du monde pour la première fois, ou comme quelqu'un qui s'en souvient enfin. Et la forêt, elle, continue de vieillir à la place des hommes, silencieusement, patiente, en attendant que le prochain regard accepte de ne plus appartenir au temps. Personne ne parla de ce qui changea après cette nuit-là, mais tout le monde le sentit. La forêt ne se contentait plus d'observer. Elle réagissait. Les saisons semblaient légèrement décalées à ses abords, comme si l'automne s'y attardait trop longtemps et que le printemps hésitait à entrer.
Les habitants les plus âgés furent les premiers à remarquer l'anomalie. Leurs souvenirs devenaient plus nets, presque douloureux, tandis que leur corps, lui, semblait parfois rajeunir d'un souffle imperceptible. Une contradiction insupportable. Le temps ne disparaissait plus, il circulait autrement. La femme qui marchait désormais entre les arbres n'avait plus tout à fait la même présence. Elle portait encore l'immobilité de l'ancienne, mais quelque chose d'inachevé flottait autour d'elle comme une pensée qui refuse de se taire. Ceux qui la croisaient disaient qu'elle hésitait parfois, qu'elle semblait écouter une voix absente. Et surtout, elle ne s'approchait plus des villages sans raison. Elle cherchait, longtemps, silencieusement, jusqu'à ce qu'un regard croise le sien sans fuir. Un ancien instituteur fut l'un de ceux-là. 82 ans, esprit clair, corps fragile. Il la vit au bord d'un sentier qu'il empruntait depuis 40 ans. Elle ne bougea pas. Il ne bougea pas non plus. Ils restèrent ainsi jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsqu'il rentra chez lui, il se souvint avec une précision terrifiante d'un détail qu'il avait oublié toute sa vie. Le visage d'une femme disparue dans son enfance, jamais retrouvée. Le lendemain, il ne se réveilla pas. Mais sur son bureau, un carnet apparut, rempli d'une écriture qui n'était pas la sienne, retraçant des événements vieux de 3 siècles, avec une exactitude irréfutable, comme si quelqu'un avait enfin décidé de se souvenir à travers lui. Les autorités tentèrent d'étouffer l'affaire. Trop tard, des phénomènes similaires surgirent ailleurs, toujours près d'anciennes forêts, toujours après une rencontre silencieuse. La femme n'emportait plus seulement le temps. Elle le redistribuait. Et cette redistribution dérangeait ceux qui dormaient sous la terre. Les capteurs modernes enregistrèrent des vibrations anormales, semblables à un battement irrégulier, comme un cœur qui ne reconnaît plus son rythme. Une nuit, la femme s'arrêta devant la clairière originelle, là où tout avait commencé, là où l'ancienne avait été liée. Elle posa la main contre le sol, et pour la première fois, elle retira quelque chose de la forêt au lieu de lui offrir un silence plus dense que l'obscurité. Les arbres frémirent, le pacte n'était pas rompu, mais il avait été modifié, et ce qui reposait sous les racines comprit qu'il n'était plus seul à décider. Depuis, certains affirment que la femme peut être vue près des villes désormais. Jamais longtemps, jamais au même endroit. Elle observe les foules comme on observe une mer agitée. Et parfois, elle s'arrête devant une personne précise, sans raison apparente. Les témoins parlent alors d'un malaise étrange, d'une sensation de reconnaissance impossible à expliquer, comme si leur vie entière venait d'être pesée en un regard. Car la sorcière des forêts françaises n'est plus seulement la gardienne du temps. Elle en est devenue l'arbitre. Et ce pouvoir nouveau attire quelque chose de plus ancien encore, quelque chose qui n'a jamais accepté d'être contenu, et qui, désormais,
c'est qu'elle peut faiblir ou choisir. Ce fut à partir de ce moment que les rêves commencèrent, pas des cauchemars ordinaires, mais des scènes d'une précision troublante, vécues par des personnes qui ne se connaissaient pas dans des régions différentes, sans aucun lien apparent. Elles rêvaient toutes de la même forêt, vue depuis des angles impossibles, comme si le regard venait de l'intérieur des racines. Elles rêvaient d'un battement sourd, lent, irrégulier. Et surtout, elles rêvaient d'une femme debout entre deux âges, immobile, qui semblait hésiter à faire un pas de plus. Les spécialistes du sommeil parlèrent de contagion psychique. Les anciens, eux, reconnurent le signe ultime. Ceux qui dormaient sous la forêt cherchaient à reprendre un visage. Ils n'avaient jamais accepté d'être canalisés par une seule conscience humaine. Ils avaient toléré la première, supporté la seconde, mais ils refusaient désormais d'obéir. Et la femme le sentait. Chaque rencontre l'affaiblissait un peu plus. Chaque choix qu'elle faisait creusait une fracture dans l'équilibre ancien. Un soir, elle fut vue à la lisière d'une ville moyenne, là où le béton grignotait les derniers arbres. Elle resta longtemps à observer les lumières, les voitures, les silhouettes pressées. Un témoin raconta qu'elle semblait triste, non pas pour elle-même, mais pour ce que les hommes étaient devenus trop rapides, trop bruyants, incapables de sentir le temps leur passer dessus. Lorsqu'un vieil homme s'arrêta près d'elle, sans peur, sans attente, elle détourna le regard. Elle n'avait plus le droit de choisir n'importe qui. Quelque chose la surveillait désormais. Cette nuit-là, la forêt réagit violemment. Des arbres centenaires se fendirent comme sans vent. Le sol vibra. Les animaux fuirent en masse. Les capteurs enregistrèrent une anomalie jamais observée. Une accélération brutale du temps sur plusieurs hectares, comme si des décennies tentaient de s'écouler en quelques secondes. Au centre de cette zone, la femme tomba à genoux. Ce fut la première fois qu'on la vit ainsi, vulnérable, humaine. Dans un dernier effort, elle fit ce que l'ancienne n'avait jamais osé faire. Elle entra volontairement dans la clairière originelle, non pour transmettre, non pour prélever, mais pour refuser. Elle parla à ce qui reposait sous la terre, non avec des mots, mais avec ce qui lui restait d'humanité. Elle offrit quelque chose que le pacte n'avait jamais exigé, la fin, pas la mort, la possibilité de s'arrêter. Le battement ralentit, le silence se fit si dense qu'il en devint douloureux, puis tout s'arrêta. Lorsque l'aube se leva, la clairière était vide. Plus de femmes, plus de symboles. Les arbres semblaient ordinaires, trop ordinaires, comme si la forêt avait soudainement pris des siècles d'un coup. Depuis ce jour, les phénomènes ont cessé. Plus de disparitions, plus de vieillissements brutaux. Mais quelque chose manque. Les anciens disent que le temps est redevenu aveugle, qu'il n'y a plus personne pour retenir ce qui déborde,
ni pour récupérer ce qui est perdu trop tôt. Et parfois, dans certaines forêts françaises, lorsqu'un vieil